avant qu'on lance la dernière chronique du lieutenant Thomas, je vous ai préparé des petites histoires parce que j'ai eu quelques errances à bord du Nauclipus, le nom de ce sous-marin, sur Final Fantasy. Ma première histoire, c'est l'histoire de la sauvegarde la plus frustrante jamais réalisée. C'est le titre d'une vidéo sur laquelle je suis tombé en rapport avec Final Fantasy. La voici. Dans cette vidéo, vous voyez The Most Frustrating Save Ever. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement les personnages de Final Fantasy en niveau 99. Et vous voyez quand la personne charge sa sauvegarde, où est-ce qu'elle apparaît? Au réacteur du jeu, et vous voyez le réacteur explose. C'est le game over. Alors, je vais essayer de vous contextualiser pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Sachez que le jeu Final Fantasy VII commence justement dans ce réacteur où vous devez faire une mission et faire péter un réacteur. Et en fait, c'est le tout début du jeu. C'est-à-dire que c'est peut-être les 15 premières minutes du jeu, pas plus. Et à ce moment-là, vos personnages sont niveau 1, niveau 2, niveau 3, pas plus. Je sais pas si vous connaissez un petit peu en RPG, mais imaginez même dans Pokémon, vous savez que monter un personnage niveau 99, c'est extrêmement long, et même on ne le fait pas dans les RPG. Généralement, on finit une histoire, on est niveau 50, et si on veut être niveau 99, c'est vraiment pour la gloire. Donc là, non seulement cette personne a monté ses personnages niveau 99 dès le début du jeu, imaginez le temps que ça a pris, et en plus, au moment où elle sauvegarde pour immortaliser cette chose, c'est à la fin du décompte du début du jeu où en fait le réacteur explose. Parce qu'à ce moment-là, normalement, on doit échapper à l'explosion pour continuer le jeu. Là, il a fait exprès de sauvegarder à 0 seconde du timer pour être sûr que celui qui lance cette partie avec des personnages niveau 99 dès le début du jeu ne puisse pas en profiter. C'est terrible, c'est très frustrant. Imaginez, vous recevez une carte mémoire comme ça avec les personnages de ce niveau et vous pouvez pas du tout en profiter. C'est terrible. Donc quand je suis tombé là-dessus, j'étais fou. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est une vieille vidéo de 2011. Il y a 11 ans. Et les gens se méfient, parce qu'en 2011, il y avait quand même moins de manières, d'immortaliser un petit peu ses performances en vidéo. Ils se disent, non, t'as triché, c'est pas possible que t'aies monté tes personnages si haut dès le début du jeu, je n'y crois pas. Du coup, j'ai voulu en avoir le cœur net, et j'ai contacté la personne à l'origine de cette performance, parce qu'elle est française. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Alors oui, j'ai bel et bien réalisé ce challenge sans trucage ni triche, et dans un sens c'est plutôt flatteur que les gens n'y croient pas, ça rajoute un côté remarquable à la performance, aussi futile soit-elle. Comme j'avais tout noté de ma progression, je peux te dire que mon challenge a pris exactement 507 heures et 32 minutes. C'est énorme. Donc, elle a commencé ce challenge le 1er mars 2009, et c'est le 8 décembre 2009 qu'elle s'y est réellement mise à fond. À partir de là, elle jouait presque tout le temps, après le travail, le week-end. Il lui a fallu que, entre guillemets, 3 mois pour finir ce challenge le 7 mars 2010. Donc à l'époque, elle streamait la plupart du temps sur sa chaîne Twitch, donc qui s'appelait Justin à l'époque. Twitch n'existait pas encore. La configuration du site à l'époque ne lui permettait pas de faire des highlights comme aujourd'hui. Donc la postérité reste pour ceux qui ont été là lors de ce live et avec les posts de l'époque sur l'évolution de ce challenge à l'époque. Donc effectivement, elle m'a envoyé des liens pour que je puisse voir, par exemple sur jeuxvideo.com, vous voyez, il y a un topic qu'elle a lancé, 17 décembre 2009, qui parle du fait qu'elle se lance dans ce challenge, etc. Et elle partage son avancée, elle avait créé une playlist de vidéos, donc c'est très simple, tout simplement, elle fait des allers-retours incessants dans le niveau, voilà, des combats inintéressants évidemment, parce que très vite elle devient surpuissant et bien plus, bien trop puissant par rapport aux ennemis qui sont ceux du tout début du jeu. Et elle fait ça pendant 3 mois, pendant 500 heures. Par contre, Alicia me dit que ce n'est pas la première à l'avoir réalisé. Voilà, elle va préciser que sur le topic de ff7.fr, un autre joueur l'a fait en même temps sur PC. Donc du coup, elle se demande si cette personne sur PC n'a pas cédé à la tentation de, accélérer le jeu. Et il y a aussi une vidéo de 30 secondes qui est ici. Voilà, une vidéo qui a été postée le 15 mai 2009, donc avant le début du challenge. Et en fait, c'est une vidéo qui a été enregistrée en 2003. Donc effectivement, il y a eu quelqu'un qui avait déjà fait ce challenge avant Alicia, mais il y a aussi quelqu'un qui l'a fait après elle. C'est sa performance qu'on retrouve en premier lieu quand on fait une recherche sur ce challenge. Il y a même eu un article de jeuxvideo.com dessus, où au début, il disait que c'est cette personne qui avait fait ce challenge en premier, et Alicia a pu contacter le rédacteur de jeuxvideo.com pour obtenir le fait que non, c'est bien elle qui l'a fait avant, en tout cas avant cette personne. Elle avait bien dit qu'elle n'était pas la première, mais ça, le rédacteur l'a oublié. Ce challenge qui, somme toute, effectivement, comme elle le dit elle-même, ne semble pas très utile. Donc, qu'est-ce qui t'a animé, Alicia, à ce moment-là, pour avoir envie de faire quelque chose comme ça? Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir ton histoire et surtout ton sens de la mise en scène. Parce que, du coup, t'as pu mettre en scène la sauvegarde la plus frustrante jamais créée d'un jeu vidéo. Ma seconde histoire, ça s'appelle le Rage Quit de Snoop Dogg. En continuant mes recherches sur Final Fantasy, d'avoir des choses un petit peu rigolotes, je suis tombé sur cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo de Snoop Dogg qui, vous voyez, Rage Quit Final Fantasy VII. Je suis tombé là-dessus, je trouve ça très drôle, et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça effectivement très drôle dans les commentaires. Je me suis dit, mais comment ça se fait?
qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait finalement, pourquoi Snoop Dogg est en train de rager sur Final Fantasy. J'ai appris déjà que c'est en fait une sorte de streamer qui joue sur Twitch, et je me suis rappelé que c'était un fan de jeux vidéo, qu'il avait fait une musique et qu'il avait son propre niveau dans Tekken Tag 2. Il a prêté sa voix pour commenter les parties de Call of Duty Ghost. Il est commentateur sur UFC 3, il a même son propre jeu, un jeu qui s'appelle Way of the Dog, où on peut le jouer et se bagarrer avec lui. Donc oui, ça m'a semblé logique qu'il s'amuse à streamer, parce que effectivement, un mec qui a toujours kiffé ça. Mais en fait, je découvre que ce n'est pas un streamer comme les autres. Il y a même une vidéo en fait qui s'appelle Snoop Dogg est le meilleur streamer Twitch. Pourquoi? Parce que celui qui dit ça en fait, c'est un youtubeur très connu qui s'appelle PenguinZ0. Dans cette vidéo, il dit plusieurs choses. En fait, il dit que Snoop Dogg c'est un streamer plutôt actif, sachant que cette vidéo date de 2021. Par exemple là, il a streamé 3 fois en 4 jours, et à chaque fois c'était sur Madden, vous savez, le jeu de football américain. Et à chaque fois, le truc c'est qu'il fait des streams sans son, et il pense que Snoop Dogg ne sait pas qu'il y a un chat car il n'a jamais prêté attention au chat, même pas par accident. Tous les gens sur le chat essaient de lui dire il y a pas de son pour essayer de régler le truc, comme on fait souvent en stream. Ils ne les voient pas et ils continuent de faire des streams sans son. Ils sont fous. Et en plus, tous ces lives portent le même nom, ils sont même pas catégorisés, on peut même pas les trouver facilement, même si c'est Snoop Dogg. On sait pas pourquoi il Twitch comme ça, il a l'air de complètement s'en foutre. Et dans cette description de Snoop Dogg, ce youtubeur fait référence à un live où Snoop Dogg a rage quit un autre jeu, donc le fameux Madden. Donc c'est là que je me suis dit, ah en fait, c'est un mec qui est plutôt colérique sur la plupart des jeux quoi. Voilà, du coup, il est vénère, vous le voyez, et il quitte carrément la pièce. Voilà, et ce qui est très drôle, c'est qu'il a l'air tellement dans un autre monde qu'en fait, il va pas penser à éteindre son stream, et c'est que le lendemain où il va revenir et réaliser en fait que ça fait 8 heures que son stream est en route. Il y a même la vidéo qui existe, hein, du coup ça a été immortalisé. Là, il revient chez lui, tranquille, il se dit « Oh ». Ce qui est drôle surtout, c'est que je me rends compte d'un truc à ce moment-là, c'est que je sais pas si vous avez capté après, mais c'est que la réaction qu'a eu Snoop Dogg devant Madden, c'était exactement la même que celle sur Final Fantasy. C'est la même pièce, il va avoir exactement les mêmes gestuels, il sort de la pièce du même endroit, il dépose le casque de la même façon. Je n'ai pas capté, mais en fait la vidéo sur Final Fantasy, c'est sa réaction sur Madden. C'est là que je me suis rendu compte que c'est devenu un mème et qu'on trouve des vidéos un petit peu partout de Snoop Dogg qui rage sur des jeux alors qu'il n'est pas du tout en train d'y jouer. Là il joue par exemple à Def Jam, un jeu où il peut se jouer, et là il se fait casser la gueule, et du coup il y a quelqu'un qui a mis une vidéo de Snoop Dogg en train de rager parce qu'il se fait casser la gueule dans son propre jeu. De la même façon que dans True Crime, dans lequel il apparaît aussi. Dans True Crime, vous voyez, il est sur le point de se faire tirer dessus. Il s'énerve, voilà, de la même façon parce qu'il se fait tuer. Il existe des compilations entières de Snoop Dogg en train de rager à des jeux. Là, vous voyez sur Minecraft, et on trouve des dizaines et des dizaines de jeux différents, même des scènes, vous voyez, de films où il est en train de rage quit. Donc je me suis fait totalement avoir quand j'ai cru que Snoop Dogg rage quittait un Final Fantasy, qui pour moi avait pas grand sens. Rien que pour ça, je suis content d'être tombé dans le panneau, parce que ça m'a fait découvrir plein de trucs marrants, et notamment quel streamer incroyable est Snoop Dogg. Ma toute dernière histoire, j'aimerais vous parler de Final Fantasy VII, le D-Make. Alors je sais pas si vous connaissez la culture des D-Make. C'est des gens qui s'amusent à imaginer qu'est-ce que donnerait un jeu s'il était sorti sur une plateforme précédente à la plateforme d'origine. Donc par exemple là vous voyez que il y a Smash Bros qui est adapté comme s'il était sorti sur Game Boy, vous voyez. C'est en fait une espèce de travail d'artiste. On peut voir plein de choses, regardez Uncharted sur Super NES, Guitar Hero, Minecraft sur Super NES aussi. Donc la plupart du temps c'est juste des petites images, des petites photos qui montrent un petit peu voilà qu'est-ce que ça donnerait si le jeu était sorti dans une console antérieure. Mais il y a aussi carrément des gens qui se chauffent à créer vraiment les jeux pour voir à quoi ça ressemblerait. Ici par exemple vous voyez que c'est Horizon Zero Dawn, donc un jeu sur PS4 je crois, qui a fait une adaptation en 96 sur PlayStation. Voilà, donc le jeu est vraiment jouable. Là vous avez Bloodborne sur PS1, pareil, jeu PS4. Vous avez Resident Evil 5, jeu PS3 je crois, sorti sur PS1. Et enfin du Halo sur NES. Enfin il existe vraiment plein de choses, mais ils font que quelques niveaux quoi, parce que recréer le jeu entier c'est quand même déjà un travail immense. Et pourtant il existe un D-Make complet de Final Fantasy VII. C'est assez incroyable parce que je ne sais pas si vous voyez le contenu d'un Final Fantasy VII, ça tient sur 3 CD sur PlayStation 1, donc c'est assez fou. Et en fait c'est pas un D-Make comme les autres. Autant il y a la culture du D-Make, c'est quelque chose qui est un petit peu s'est popularisé ces dernières années avec des outils de plus en plus accessibles. Autant en 2005, quand ce D-Make a été créé, autant vous dire que c'était pas du tout le cas. Et si en fait ce D-Make de 2005 existe et que c'est le jeu complet, c'est parce qu'il y a une entreprise qui est derrière ce D-Make. Cette entreprise, c'est une entreprise chinoise qui a créé, le studio s'appelle Shenzhen Nanjing Technology. Dès 2005, ils ont sorti ce jeu, mais ils l'ont sorti sur une contrefaçon de la NES à l'époque, donc de la Famicom. Ça s'appelle la Subor. Cette console elle était vraiment très populaire en Chine. On peut même voir qu'il y avait
une publicité d'une extension de la console avec notre ami Jackie Chan que vous voyez ici. Donc incroyable ce D-Bag, j'y ai un petit peu joué, donc c'est vraiment très drôle parce que tu peux revivre vraiment tous les moments un petit peu marquants de ce truc-là. Qu'est-ce qu'ont ressenti les joueurs chinois dans les moments marquants de Final Fantasy VII. Et là, je vais faire un petit spoiler, mais un spoiler tranquille, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose d'aussi connu que le fait que Dark Vador soit le père de Luke Skywalker. Mais quand même, s'il y a des gens qui veulent ne pas entendre parler d'aucun détail de Final Fantasy VII, un événement marquant, bouchez-vous les oreilles et fermez les yeux pendant quelques secondes. Voilà, mais en tout cas, j'avais envie que vous imaginez qu'est-ce qu'ont vécu les Chinois lorsqu'ils ont vécu la mort d'Aerys. Voilà ce que ça a donné. Voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent la scène sur PlayStation 1, un petit peu moins prenant, on va pas se mentir. Merci d'avoir écouté mes petites histoires. Brice, je crois que tu m'as fait signe que nous avons en communication le lieutenant Thomas. Tout à fait. Le lieutenant Thomas a mené une petite enquête pour nous. Voilà, il a eu envie de creuser le sujet pour nous révéler des sombres dossiers. Alors, Amiral, notre très cher amiral, youtubeur préféré à tous, m'a donné pour mission de vous faire une chronique sur un certain Monsieur Strife. J'en avais jamais entendu parler, je le connaissais pas, donc évidemment mon premier réflexe a été d'aller sur Google. Le premier site sur lequel je suis tombé, c'est celui-ci, finalfantasy.fandom.com. J'ai appris que c'était un héros, un personnage principal, un mercenaire, prêt à accepter n'importe quel boulot. Un mec qui a des couilles, en somme. On me dit aussi que c'est un jeune homme bien bâti, avec des cheveux blonds hérissés et magnifiques, qu'on a envie de toucher pour voir s'il a mis de la laque horrible ou si c'est soyeux. J'apprends quoi? J'apprends qu'il a des yeux bleus, légèrement brillants, blablabla, ténébreux, et stop. J'ai fait une pause dans mes recherches et direction Google Images. La petite photo présente sur le site ne me suffisait pas. Je voulais en voir plus. Ma curiosité était à son paroxysme. Putain, je vois ça là, c'est quoi cette épée? Bref, je scrolle, je commence à aller dans les tréfonds de l'enfer, et je commence à voir des choses qui me plaisent pas du tout. En effet, il a tout pour lui. Il a des abdos saillants, une belle gueule d'ange, un fessier entraîné, des selfies, à foison avec des femmes sublimissimes. Faut savoir que je suis une nature très jaloux. J'en suis pas fier, et j'ai ressenti un truc que j'avais pas ressenti depuis des années. Je vous explique. Quand j'étais au lycée, la meuf que j'aimais secrètement était fan de Brad Pitt. Pas très original, me direz-vous, mais elle voulait se marier avec lui. J'ai commencé à éprouver de la haine pour lui. Une haine qui ne m'a pas quitté pendant des années jusqu'à ce que je tombe à l'époque sur cet article, paru en 2013, où l'actrice Kirsten Dunst, toujours difficile à dire, disait qu'embrasser Brad Pitt a été la pire expérience de sa vie. Du coup, moi, je le criais sur tous les toits, je disais « Ouais, mais Brad Pitt, il embrasse trop mal, tu savais qu'il embrassait trop mal ?» La honte. Et du coup, moi, je me sentais mieux. Je me suis dit « Bon, allez, je fais vite fait pareil pour Cloud Strife, là, je lui trouve rapidos un petit dossier gênant pour pouvoir continuer ma chronique, sereinement, sans haine. » Je suis donc allé au plus évident, le minuscule pénis. Quelle idée d'avoir une épée aussi grosse, ça n'a aucun sens. Et quelle ne fut pas ma surprise. Je suis tombé sur une de ces sextapes là avec son pote. Les engins sont gargantuesques. Il pourrait s'en servir de polochon. Tu sais, franchement, t'es dans le train, dans l'avion, franchement, t'es bien. Bref, c'est pas le sujet. Autant vous dire que mon seum est monté d'un cran. Fallait vite que je trouve un truc à lui reprocher. Il a forcément une casserole sur Twitter, un hashtag MeToo, un lien avec Harvey Weinstein, j'en sais rien. Et à force de me renseigner dans cette direction, les amis, je suis entré dans un monde. J'ai été très déçu. Quasiment la totalité des articles que je trouvais parlaient juste d'un espèce de triangle amoureux entre une certaine Tifa, Aerys, il y avait Jessie aussi un peu. Apparemment, il y a un débat qui traîne depuis plus de 20 ans sur Internet, genre il est amoureux de qui, Cloud? Et vous êtes plus de la team Tifa ou la team Aerys? Il y a une énorme guerre. Et moi j'étais là, mais attends, comment ça, il est amoureux de qui? Il y a 5 minutes, je l'ai vu faire une soirée pyjama, là, une bataille de polochons avec son pote et une meuf, mais quoi vous parlez? Putain, mec, je me suis tapé des pavax énormes, des dissertations en anglais qui analysent au millimètre ses moindres rictus pour découvrir ses sentiments envers telle ou telle meuf.
ses moindres faits et gestes, ses moindres discussions. À ce moment-là, dans ma tête, les gars, j'avais toujours pas commencé ma chronique, hein. C'était personnel. Puis j'ai fait l'effort. Je me suis renseigné sur l'histoire, sur qui il était, et surtout c'était qui les meufs. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu le faire avant. Peut-être. Mais j'ai été perturbé, perdu dans mes pensées. Et bref, pour en revenir à ce fameux triangle amoureux, pour moi c'est très simple, hein. Il aime les trois. Et c'est évident. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de choisir. Et je pense que c'est voulu. C'est une torture de plus dans sa misérable vie de merde. Je suis tombé de haut, moi, quand j'ai lu son histoire, là. C'est horrible, toutes les galères qu'il a vécues. Et par-dessus tout, on lui fout en plus un dilemme amoureux à la con. Attendez, expliquez-moi, comment c'est humainement possible de choisir entre sa meilleure pote, ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont vécu beaucoup trop de choses ensemble, là, elle l'a probablement dépucelé, là, dans la grange, là où vous voyez une petite grange sur la photo. Ils sont liés, en fait, ils sont liés à vie, en fait. L'autre meuf, là, Iris, c'est l'archétype de la femme parfaite, douce, gentille, celle que tu veux marier, à qui tu veux faire des enfants. La petite chose fragile qui vend des fleurs au marché le dimanche, que t'as envie de protéger quand t'as un soldat, mais t'es obligé de l'aimer. Et la dernière, là, c'est la meuf forte, un peu coquine, entreprenante, elle te montre clairement qu'elle a envie de toi, elle est drôle, extravertie. Franchement, c'est super excitant pour un mec. Et en vrai, il y a juste à traîner 10 minutes, hein. 10 minutes sur les sites de cul pour s'en rendre compte, hein. Avec Tifa, là, ça fait les 400 coups, ça part en plan A3, ça se pécho vite fait de temps en temps, là, vous vous amusez. Peut tout lui dire, c'est ta meilleure pote et ton plan cul, en fait, c'est parfait. Iris, c'est beau avec elle. C'est beau, je les ai vus dans un champ, avec des coquelicots, une musique douce, un petit missionnaire, bon, un peu ennuyant, mais tellement rempli d'amour, ça se sent. Jessie, là, elle se met des boules magiques dans le cul, ou je sais pas trop ce que c'est, pour pouvoir encaisser son gourdin. À mon avis, c'est la seule, hein, qui arrive vraiment à le satisfaire sexuellement. Donc pareil, c'est pas à négliger. Bref, je vous en supplie, Internet. Arrêtez ce débat. J'ai été traumatisé, j'ai lu beaucoup trop de conneries. J'ai perdu de l'espérance de vie, laissez-le tranquille. Il a pas à choisir. Franchement, même s'il a 3 meufs à ses pieds, je vous jure, j'ai de la peine pour lui, hein. On s'intéresse trop à sa vie amoureuse. La preuve. Là, je m'adresse à cet hacker. Probablement de la team Tifa, by the way. Écoutez ça, il a piraté une conférence du Sénat italien pendant le Covid pour diffuser une sextape entre Cloud et Tifa. Alors bon, je l'ai vue, cette sextape, elle est très bien, mais faut que ça s'arrête. Vous pétez un plomb, ça va beaucoup trop loin. Cet homme va mal. Il a besoin d'aide. Il est niqué dans sa tête, ça va beaucoup trop... Il est niqué dans sa tête, il a vécu beaucoup trop de choses sombres et dramatiques. Top d'en rajouter avec sa vie sexuelle. Cloud, si tu m'écoutes, ne choisis pas. Vis dans l'instant. Va te faire soigner et après tu verras. Juste après, je me suis remis en question, je suis retourné enquêter sur Brad Pitt, et pareil. J'ai découvert des trucs de fou, là. Alcoolisme, dépression, son divorce merdique en ce moment, là, où il est avec Angelina Jolie, là, où il est dans la merde. Putain, la fois où il a baisé la meuf de Mac Tyson, et qu'il les a surpris. Non mais putain, imaginez une seconde ce que Brad Pitt a dû ressentir. Le cauchemar. Et j'ai eu de la peine pour Brad. Pour la première fois de ma vie. Ma haine s'est transformée en amour, ok ? En conclusion, je dirais que c'est pas bien d'être méchant et de vouloir nuire aux autres. On a tous nos galères à gérer et l'image qu'on renvoie n'est peut-être pas forcément la réalité. Je m'en suis rendu compte en écrivant cette chronique. C'était même pas une chronique d'ailleurs, c'était une thérapie personnelle. À partir de maintenant, je serai gentil et pas méchant. Et je serai plus jaloux, sans connaître la vie de la personne. Parce que c'est pas bien. Allez, bisous. Ah, merci, bravo, lieutenant Thomas. Vraiment, c'est émouvant, de l'action. On sent que vous avez vécu une aventure humaine. Bah, sachez que je suis plus le même homme. Pour vous connaître dans la vraie vie, vraiment, là, je vous sens différent. Vous avez un œil différent, une éclaircie, quelque chose. Mature. On arrive à la fin de l'émission, mais il nous reste une dernière chose à faire avant de clôturer. Eh bien, c'est de tirer au sort la prochaine franchise qu'on va aborder. Nous avons terminé cette émission sur Final Fantasy. Nous pouvons cocher la case. Victoire ! Écoutez, commandant Brice, je vous en prie, lancez le tirage au sort.
C'est parti. Il n'y a pas de roulement de tambour. Ice Climbers! Ok, alors est-ce qu'on peut être plus dans la thématique de l'iceberg avec Ice Climber, ne serait-ce qu'en termes de mood? Eh bien, je vous souhaite la bonne nuit, on vous embrasse et bisous. Ciao, au revoir Thomas. Oh.